L'issue irréversible de mon époux a été officiellement prononcée il y a exactement 5 hivers, laissant derrière elle un sillage de silence et de questions sans réponse. Durant 60 mois interminables, j'ai scrupuleusement versé chaque mois la somme de 800 € à ses parents, une ponction colossale sur mon modeste salaire de comptable, afin de rembourser ce qu'ils appelaient une dette d'honneur contractée avant son grand départ. Pourtant, par un après-midi de novembre particulièrement gris et oppressant, ma voisine de palier s'est approchée de moi avec une expression de gravité inhabituelle et m'a murmuré ces paroles qui allaient pulvériser mon univers de certitude. « Hélène, ne leur donne plus un seul centime de ton dur labeur. Viens chez moi et regarde ce que la lentille de surveillance a capturé sur le palier de leur appartement la nuit dernière. » Ce que j'ai découvert sur cet écran m'a glacé le sang plus sûrement que le vent arctique qui s'engouffre dans les rues de Wrocław, et j'ai compris que ma vie entière n'était qu'un décor de théâtre soigneusement entretenu. Je me souviens avec une précision chirurgicale du jour où Nicolas a quitté notre foyer pour tenter sa chance à Varsovie. Ce mois d'avril était d'une froideur inhabituelle pour la saison, une neige fondue et cinglante s'engouffrait dans les moindres interstices des vieilles fenêtres en bois de notre immeuble ouvrier. Je me tenais sur le quai de la gare, luttant contre les courants d'air, serrant contre moi le petit Léo, alors âgé de 3 ans, qui s'agitait et réclamait les bras de son père avec toute l'innocence et l'insouciance de l'enfance. Nicolas ne cessait de se retourner, agitant la main avec une ferveur désespérée et nous criant des paroles d'espoir que le sifflet strident du train et le vent de l'Est finissaient par emporter avant qu'elles n'atteignent mon cœur. Sa silhouette s'est découpée une dernière fois dans le cadre de la portière du wagon. Ses larges épaules de travailleur, ce port de tête familier que je connaissais par cœur et cette légère claudication de la jambe gauche, vestige douloureux d'un accident de moto survenu l'hiver précédent. Ce n'est qu'une parenthèse de 3 mois, peut-être 6 au grand maximum, je te le promets, m'avait-il murmuré la veille, tout en bouclant ses quelques effets personnels dans un sac de voyage usé jusqu'à la corde. Son ambition était noble et claire. Accumuler suffisamment de capital pour constituer l'apport nécessaire à l'achat de notre futur appartement familial et nous offrir enfin une existence digne de ce nom, loin de notre studio exigu et humide. J'avais tenté, d'une voix timide, de lui proposer de chercher un emploi local, bien que je savais pertinemment la futilité de ma demande face à la réalité économique de notre province. À l'usine du quartier, on offrait péniblement un salaire de base de 900 €, tandis que sur les chantiers pharaoniques de la capitale, Nicolas espérait en gagner le triple grâce à sa force physique. J'ai fait le calcul en silence dans ma tête et je n'ai plus rien trouvé à redire à ce sacrifice nécessaire pour l'avenir de Léo. Ses parents, Antoine et Béatrice, avaient alors remis à leur fils l'intégralité de leurs économies d'une vie de labeur et de privation. Une somme de 45 000 €, amassée pièce après pièce durant 20 ans de retraite modeste et de petits boulots de Antoine dans un garage automobile de quartier. Ma belle-mère, Béatrice, avait elle-même compté les billets à 3 reprises devant moi, les glissant dans une enveloppe cartonnée avec une mise en garde solennelle qui résonne encore à mes oreilles. C'est un capital de départ, mon fils. Trouve un logement décent et installe-toi légalement dans la capitale, c'est impératif pour réussir dans ce monde. Nicolas avait alors embrassé sa mère avec une tendresse infinie, lui promettant monts et merveilles. Je vous rendrai chaque centime avec les intérêts dès que ma situation sera stabilisée et que nous serons installés, avait-il juré sur son honneur. À l'époque, je n'avais accordé aucune importance réelle à ce serment verbal, pensant que les questions d'argent n'avaient pas leur place au sein d'une famille que je croyais soudée. Durant les premières semaines de son absence, Nicolas m'appelait quotidiennement, me narrant ses journées harassantes sur le chantier, les excentricités de son chef de brigade et les prix exorbitants de la vie à Varsovie qui le scandalisaient. Puis, peu à peu, les appels se sont espacés, devenant brefs, presque distants, comme s'ils s'éloignaient physiquement et mentalement. Je suis exténué par les heures supplémentaires, le réseau est capricieux sur le chantier, je manque cruellement de temps. Justifiait-il avec une voix que je ne reconnaissais plus tout à fait. Je ne m'en offusquais pas, plongé moi-même dans le tourbillon d'une vie de mère seule, jonglant entre mon poste en comptabilité, l'école de Léo, les repas et les factures d'électricité qui s'accumulaient. C'est alors qu'un appel a brisé mon quotidien avec la violence d'une déflagration atomique. La voix au bout du fil était celle d'un homme au ton administratif, froid et chirurgical, dépourvu de toute trace de chaleur humaine. Je parle bien à Madame Hélène Meyer ? Je suis maître Lefebvre, représentant de la société Vanguard Invest. Je vous appelle pour vous signaler un incident majeur impliquant votre époux, Nicolas Meyer. Mon cœur a manqué un battement, j'ai cru un instant qu'il s'agissait d'une blessure de travail,
qu'il se trouvait dans un hôpital de la capitale et que je devais tout quitter pour le rejoindre au plus vite. J'ai le profond regret de vous annoncer qu'un événement tragique a conduit à son issue fatale immédiate suite à une chute depuis une structure en hauteur sur notre site, poursuivit l'homme sans aucune transition émotionnelle. Nicolas était effacé de la surface de la Terre, en une fraction de seconde. Les heures qui ont suivi ne sont plus pour moi qu'un brouillard de fragments incohérents. Le téléphone qui s'écrase sur le parquet, les cris de ma voisine Camille accourant au bruit, et les pleurs de Léo qui semblaient provenir d'un autre univers. Lors d'un second appel, ce maître Lefebvre m'expliqua avec une froideur bureaucratique que le corps avait subi des dommages tels que les autorités sanitaires imposaient une crémation immédiate à Varsovie. Il m'envoya par courrier électronique des scans de documents officiels, le rapport d'incident, l'autorisation de crémation portant une signature qui ressemblait à la mienne mais que je ne me souvenais pas avoir tracée. Dans mon état de choc absolu, ma mémoire de l'époque était une page blanche saturée de douleur et de tranquillisants. Le transport de l'urne funéraire m'a été présenté comme une procédure logistique complexe et extrêmement onéreuse. Il est préférable de passer par un service de courrier sécurisé spécialisé, c'est ce que font toutes les familles dans cette situation pénible, m'avait-on conseillé d'un ton monocorde. Je n'ai pas eu la force de protester, je n'avais plus l'énergie de lutter contre la machine administrative. L'urne me parvint une semaine plus tard, un réceptacle métallique, froid, anonyme et dépourvu de la moindre étincelle de vie. Je la déposai avec une main tremblante sur la commode de notre chambre, juste à côté de notre photo de mariage, où nous sourions à un avenir que nous pensions radieux. Léo me demandait avec une curiosité enfantine ce que contenait cette boîte étrange, et je ne savais comment expliquer à un enfant de 4 ans que l'essence de son père tenait désormais dans ce petit volume de métal gris. Béatrice est arrivée le soir même de l'annonce, le visage déformé par une détresse qui ressemblait étrangement à de la haine pure dirigée contre moi. « C'est toi qui l'as envoyé vers son destin » a-t-elle hurlé en pénétrant dans mon salon sans même retirer son manteau, ses mains ridées tremblant de rage. « C'est ton exigence de confort, ton besoin d'un plus grand appartement et d'une vie meilleure qui l'ont poussé vers cette ville maudite où il a trouvé sa fin. » J'ai tenté de balbutier une réponse, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge nouée par le chagrin. « Tais-toi » a-t-elle tranché avec un mépris souverain. Nous sommes désormais 2 vieillards ruinés et privés de notre fils unique par ta faute, et cela, je ne te le pardonnerai jamais. Antoine se tenait derrière elle, la silhouette voûtée par le poids des années, fixant le sol dans un silence de plomb qui m'a glacé le cœur. Je n'ai pas cherché à me défendre face à ces accusations, car une partie de moi se sentait intimement coupable de ces rêves de stabilité que nous partagions. N'était-ce pas moi qui parcourais les magazines de décoration avec envie? N'était-ce pas moi qui soupirais devant la réussite des autres familles du quartier? Peut-être mes paroles d'encouragement avaient-elles réellement scellé son destin funeste. La période officielle du deuil n'était pas encore achevée que mes beaux-parents sont réapparus à ma porte, cette fois armés de documents juridiques. Antoine prit la parole d'une voix lasse, simulant une tristesse profonde qui ne parvenait pas à masquer une détermination froide. « Hélène, nous traversons tous une période sombre, mais cet argent représentait les économies de 20 années de dur labeur et de privation. Nous avons tout donné à Nicolas pour qu'il réussisse, et maintenant nous nous retrouvons démunis face à l'automne de nos vies. » Béatrice sortit alors de son sac un papier plié en 4, écrit d'une main nerveuse que je reconnus comme celle de mon époux. « Regarde par toi-même, il a lui-même rédigé cette reconnaissance de dette avant son départ. 45 000 € pour son installation et ses frais administratifs. Il avait juré de les restituer dès son retour. » Je fixais ces lettres tremblantes, cette écriture penchée vers la droite que je connaissais si bien, et la date qui me fit l'effet d'un coup de poignard, la veille de son grand départ pour Varsovie. J'ignorais tout de l'existence de cet engagement financier secret. « Nous ne sommes pas des monstres, Hélène », ajouta Béatrice d'un ton faussement conciliant qui m'aurait dû m'alerter. « Nous ne te demandons pas de rembourser l'intégralité du capital d'un seul coup dans ta situation de veuve. 800 € par mois durant 5 ans, et nous considérerons que la dette d'honneur de Nicolas est effacée. » C'était une proposition qui me paraissait presque généreuse à l'époque, un ultime sacrifice pour honorer la mémoire de mon époux et préserver le lien de Léo avec ses seuls grands-parents. J'ignorais alors, dans ma naïveté de femme éplorée, que la loi ne m'obligeait en rien à solder les dettes personnelles de mon défunt mari avec mes propres revenus. Mon esprit était saturé de chagrin, d'insomnie chronique et des pleurs de mon fils que je n'arrivais plus à apaiser. Mes beaux-parents insistaient chaque jour,
jouant sur la corde sensible de la piété familiale et de la moralité chrétienne. J'ai fini par accepter leur marché, non par obligation légale, mais par un sentiment de culpabilité écrasant qui me dictait ma conduite. Durant 60 mois interminables, j'ai apporté cette somme chaque 5e jour du mois, sans jamais faillir, quel que soit le climat ou mon état de santé. Je leur remettais 800 € en espèces sonnantes et trébuchantes, glissées dans une enveloppe blanche neutre, toujours remise en main propre car Béatrice refusait catégoriquement tout virement électronique. Le réseau mondial est une source constante d'actes de malveillance, des hackers pourraient subtiliser mon capital sans que je m'en aperçoive, justifiait-elle avec une méfiance d'un autre âge. Je finis par connaître par cœur chaque recoin de leur cage d'escalier grise, froide et sentant le renfermer. Le rez-de-chaussée avec son odeur de vieux journaux, le premier étage avec ses bruits de voisinage, le second saturé d'effluves de choux bouillis, et enfin le 4e étage. L'appartement 52. Une porte blindée renforcée, dotée d'un judas sombre et d'un numéro de cuivre dont l'éclat avait terni depuis bien longtemps. Béatrice n'ouvrait jamais la porte de l'appartement entièrement, laissant systématiquement la lourde chaîne de sécurité en place, juste assez pour que je puisse lui glisser l'enveloppe écarlate. Léo demande souvent après vous, il aimerait en vous montrer ses dessins pour son anniversaire samedi prochain, disais-je systématiquement avec espoir. Ce n'est pas le moment opportun, ma tension m'accable et Antoine souffre terriblement de ses articulations avec l'humidité, répondait-elle invariablement d'un ton sec. Rembourse d'abord l'intégralité de ce que tu dois à notre fils, et nous verrons alors pour les sentiments. La porte se refermait d'alors avec une brutalité qui m'enlevait chaque mois un peu plus d'espoir de réconciliation familiale. En 5 ans, mon fils n'a vu ses grands-parents qu'une poignée de fois, et chaque rencontre n'était qu'une formalité de 15 minutes empreinte d'une froideur polaire. Antoine et Béatrice utilisaient leur deuil comme un bouclier impénétrable pour masquer leur indifférence totale envers leur propre petit-fils. 800 € représentaient la moitié de mon maigre salaire de comptable, une somme qui aurait pu payer des cours de violon à Léo ou nos premières véritables vacances à la mer. À la place, ce capital s'évaporait chaque mois dans les mains de ces 2 vieillards dont je pensais naïvement qu'ils achetaient leurs traitements médicaux onéreux. En mai dernier, alors que la dette de Nicolas atteignait enfin son terme après 60 mois de privation extrême, la somme totale versée dépassait les 40 000 €. J'entrevoyais enfin la fin du tunnel et je m'autorisais à rêver d'une vie normale avec mon fils, libéré de ce rituel mensuel humiliant et destructeur. Le 5e jour du mois, je garai mon vieux scooter devant leur immeuble et montai les 4 étages avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Béatrice ouvrit la porte comme d'habitude, arracha l'enveloppe de mes mains sans un merci et marmonna une excuse sur le prix du gaz qui explosait cet automne. Elle refusa une fois de plus de voir Léo, prétextant une fatigue soudaine, et claqua la porte au nez de celle qui venait de la payer fidèlement durant 5 ans. En descendant les escaliers avec un mélange de soulagement et de tristesse, je jetai un regard machinal vers la vitre du palier et je me figeai net. Par l'entrebâillement des stores de l'appartement 52, quelqu'un m'observait. Ce n'était pas un regard de vieillard troublé par la cataracte, ce n'était pas une vision floue de la vieillesse. C'était un regard vif, intense, scrutateur et chargé d'une arrogance qui m'a glacé le sang. Je clignai des yeux, pensant à une hallucination due à la fatigue, et la silhouette disparut instantanément derrière les lattes de plastique des stores. Sur le trottoir, Camille, l'ancienne responsable du syndic de l'immeuble, m'attendait assise sur son banc habituel, l'air grave. C'était une femme de 72 ans que tout le quartier respectait pour sa mémoire infaillible et son sens aigu de l'observation quotidienne. « Hélène, ma petite, viens t'asseoir un court instant avec moi sur ce banc, » dit-elle en tapotant le bois humide d'un geste impérieux. « J'ai quelque chose d'une importance capitale à te révéler, et crois-moi sur parole, je n'agirais pas ainsi si ce n'était pas pour ton bien immédiat. Madame Camille, je suis attendue pour récupérer Léo à la sortie de l'école, je n'ai que peu de temps devant moi ce soir. Tu en auras assez, écoute-moi bien attentivement. Cesse immédiatement de porter ce capital à ces 2 vautours qui nichent au 4e étage de notre immeuble. Je ne comprends pas ce que vous insinuez par là, ce sont les parents de mon époux disparu, je leur dois le respect. Tu vas comprendre très vite la réalité des faits. Notre immeuble est calme en apparence, nous le savons tous, mais il y a un mois, j'ai fait installer une lentille de surveillance discrète entre le 3e et le 4e étage. Les autorités fédérales nous avaient alertés sur des actes de malveillance répétés dans les caves, et j'ai voulu sécuriser notre palier par précaution. Et je peux te l'affirmer avec certitude,
Chaque nuit où tu apportes l'enveloppe blanche, ou la nuit suivante vers 2 heures du matin, un homme pénètre dans l'appartement 52. Un homme? Sans doute un aide-soignant privé ou un livreur pour les articulations de Antoine. Aucun livreur ne possède son propre jeu de clé de l'entrée et n'ouvre la porte comme s'il rentrait dans son propre foyer. Et cet homme possède une démarche très singulière que j'ai mémorisée. Il claudique de la jambe gauche et abaisse légèrement son épaule pour compenser son équilibre. Je sentis mes jambes se dérober sous moi, mon souffle se bloquant dans ma poitrine oppressée par une révélation trop lourde à porter. Vous faites erreur, Madame Camille, c'est totalement impossible. Il fait nuit, la vision est forcément troublée par l'obscurité. Ma vue est bien meilleure que la tienne malgré mon âge, ma petite, et cette lentille capture des images d'une clarté numérique absolue. Il ne frappe jamais à la porte, il sort simplement son jeu de clés de sa poche et entre dans l'appartement sans la moindre hésitation ni précaution. Je me levai du banc avec des mouvements saccadés d'automate, balbutiai des remerciements inaudibles et me dirigeai vers mon scooter comme dans un rêve éveillé. Le trajet vers l'école de mon fils se fit dans un état de déconnexion totale, je conduisais sans conscience réelle de la circulation autour de moi. Léo me racontait ses exploits sportifs de l'après-midi, mais je n'entendais que le bruit assourdissant de mes propres pensées qui s'entrechoquaient dans mon crâne. Pourquoi Béatrice exigeait-elle cet argent liquide chaque mois avec une telle urgence alors que leur pension réunie couvrait largement leurs besoins? Pourquoi refusaient-ils systématiquement que leur petit-fils franchisse le seuil de leur demeure depuis 5 ans? Pourquoi ces stores étaient-ils toujours clos, cette obscurité permanente et ce regard vif qui m'avait épié depuis la fente de la fenêtre? Et surtout, d'où venait ce visiteur nocturne qui possédait les clés de l'appartement 52 et marchait avec cette claudication familière? Toute la soirée, je restais plongé dans une torpeur glaciale, répondant par monosyllabes aux questions de mon fils qui finit par s'inquiéter pour moi. « Maman, as-tu une douleur physique? Tu sembles si loin de nous ce soir. » Je lui mentis une fois de plus au sujet d'une migraine imaginaire, le coucher est resté seul dans ma cuisine, fixant l'obscurité du dehors. Vers minuit, alors que le silence régnait enfin sur la ville de Wrocław, je composai le numéro de Stéphane, mon ami d'enfance, un homme dont la maîtrise des outils numériques n'avait d'égal que sa discrétion absolue. « Stéphane, pardonne-moi pour l'heure indue, mais j'ai un besoin vital de tes compétences en informatique ce soir. »« Hélène, que t'arrive-t-il donc ? Ta voix me semble chargée d'une tension inhabituelle, presque effrayante. C'est une longue histoire que je ne peux t'exposer maintenant par téléphone. Peux-tu obtenir les enregistrements de la lentille de surveillance du bloc C de la rue Swidnica ?» Stéphane marqua un long silence, pesant sans doute la légalité de ma demande avant de répondre d'un ton sérieux. « J'ai un ami dans la société de protection qui gère ce bâtiment. Que cherches-tu exactement sur ces images ? » Je cherche une preuve de présence dans l'appartement de mes beaux-parents lors des nuits du 5 au 6 des 3 derniers mois écoulés. Il ne posa pas plus de questions, respectant cette pudeur et cette loyauté qui nous liaient depuis notre enfance commune. Je vais voir ce que je peux faire en toute discrétion. Retrouve-moi demain soir dans ce petit café discret près de l'université. La journée du lendemain fut une véritable agonie psychologique, les chiffres de mes bilans comptables se brouillaient sans cesse devant mes yeux fatigués par l'insomnie. Mes collègues s'inquiétaient ouvertement de ma pâleur, mon supérieur me demanda par 2 fois si je me sentais capable d'achever mes dossiers prioritaires. À 18 heures précises, je franchis le seuil du café, un lieu saturé d'une lumière tamisée où les serveuses ignoraient superbement les clients. Stéphane m'attendait déjà au fond de la salle, un ordinateur portable ouvert devant lui et une tasse de café intacte à ses côtés. « Hélène, » dit-il en guise de salutation, son regard trahissant une inquiétude qu'il n'arrivait pas à dissimuler malgré ses efforts. « Je ne sais pas ce que tu espères trouver sur ces vidéos, mais je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose de terrible et de malveillant. » Il tourna l'écran vers moi et pressa une touche de son clavier d'un doigt ferme. L'image était granuleuse, en noir et blanc, montrant le palier du 4e étage désert sous la lumière crue des néons de l'immeuble. Le compteur en bas à droite affichait 1h45 du matin, le 6e jour du mois dernier. Une silhouette masculine émergea de l'ombre de la cage d'escalier, un homme portant une veste large avec une capuche rabattue sur le visage. « Regarde maintenant très attentivement sa démarche », murmura Stéphane en activant un ralenti sur la séquence vidéo. L'homme montait les marches, sa jambe droite était assurée, mais la gauche suivait avec un retard caractéristique et une raideur indéniable. Son épaule gauche s'affaissait à chaque mouvement pour compenser ce déséquilibre permanent du corps.
J'aurais reconnu cette allure entre 10 000 autres, je l'avais observée durant 7 ans lors de nos promenades dominicales au bord de la rivière. C'était son signe distinctif, sa signature physique que l'accident de moto n'avait jamais réussi à effacer de sa mémoire musculaire. Et la veste qu'il portait était un cadeau que je lui avais offert avant son départ pour Varsovie. Un modèle brun avec une fourrure synthétique sur la capuche. L'homme s'arrêta devant la porte de l'appartement 52, sortit un trousseau de clés de sa poche, sélectionna la bonne et ouvrit la serrure avec une assurance totale. La porte se referma derrière lui, et le palier redevint désert dans le silence de la nuit de Wrocław. « Montre-moi le mois précédent, je t'en prie », demandai-je d'une voix qui ne semblait plus appartenir à mon corps. C'était le même schéma immuable, répété avec une précision d'horlogerie. Le 6e jour, vers 2 heures du matin. La même claudication, la même clé, la même certitude de l'homme qui rentre dans son propre foyer secret. J'ai couru vers les sanitaires du café et j'ai été prise de vomissements violents, tandis que les chiffres défilaient dans mon esprit. 5 ans, 60 mois, 48 000 euros. Je ne payais pas pour honorer la mémoire d'un défunt, mais je finançais l'existence d'un homme bien vivant qui se cachait derrière le mensonge de ses propres géniteurs. Quand je revins à la table, Stéphane me tendit un verre d'eau avec une sollicitude silencieuse, sans poser la moindre question indiscrète. « Enregistre tout cela sur un support crypté », lui dis-je d'un ton dépourvu de toute faiblesse, et n'en parle à aucune âme vivante pour le moment. Ce n'était pas encore terminé. J'avais besoin de comprendre l'ampleur totale de cette mise en scène macabre et organisée. J'ai demandé à Stéphane de vérifier les mouvements bancaires de Antoine et Béatrice, une demande qu'il savait illégale mais qu'il accepta par pure loyauté. Les résultats des recherches de Stéphane arrivèrent une semaine plus tard et ils anéantirent définitivement le mythe des pauvres vieillards démunis. Leur pension était confortable, près de 1 200 € pour deux, mais leur compte ne montrait aucune dépense réelle de consommation. Pas de retrait massif, pas d'achats alimentaires, seulement les charges fixes de l'appartement et quelques frais de santé minimes. Sur leur livret d'épargne s'accumulaient des dizaines de milliers d'euros dont ils n'avaient manifestement aucune utilité pour leur quotidien. Ils vivent exclusivement de l'argent liquide que tu leur apportes chaque mois, Hélène, constata Stéphane en parcourant les colonnes de chiffres. Et ils l'utilisent pour entretenir un 3e habitant clandestin qui n'apparaît sur aucun registre officiel de la ville. Je décidai alors de confronter une autre pièce du puzzle de ma vie. Chloé, ma voisine du 3e étage, située juste en dessous de l'appartement des Von Berg. J'organisai une rencontre fortuite au bas de l'immeuble, et elle ne tarda pas à déverser ses plaintes habituelles sur le voisinage. « Ah, Hélène, si tu savais le calvaire sonore que nous subissons chaque nuit au-dessus de nos têtes depuis des années. » Des bruits de pas lourds, comme si un homme vigoureux arpentait la pièce jusqu'à 3 heures du matin sans se soucier du sommeil d'autrui. On entend l'eau de la douche couler, les bruits de la télévision à plein volume, et même des odeurs de cuisine qui ne correspondent pas au régime de 2 vieillards. J'ai cru un instant qu'un parent éloigné était venu s'installer chez eux, mais Béatrice m'a juré qu'ils étaient seuls au monde. Et elle sort des sacs poubelles d'une taille indécente chaque semaine, remplis de boîtes de pizza et de canettes de bière de luxe. Quand je lui en ai fait la remarque sur le palier, elle m'a répondu que c'était des offrandes pour l'âme de son fils défunt dans l'autre monde. Le tableau était désormais complet et d'une clarté terrifiante. Nicolas n'était jamais passé de l'autre côté de la vie. Il était revenu de Varsovie en secret, avait simulé une issue irréversible avec la complicité d'un escroc de Vanguard Invest pour effacer ses dettes et recommencer à zéro. Et il avait décidé de se nourrir de mon travail acharné, de mes privations et de ma naïveté de femme seule durant 5 années de comédie lugubre. J'ai préparé une provocation méticuleuse, une visite impromptue pour les prendre en flagrant délit dans leur sanctuaire de mensonges et de trahison. J'ai acheté un appareil de massage thermique extrêmement coûteux dans un centre commercial de Wrocław, un prétexte idéal pour Antoine et ses douleurs articulaires. Vers 20 heures, je me suis présenté devant la porte de l'appartement 52, montant les marches avec une détermination nouvelle. Avant de presser le bouton de la sonnette, je me suis plaqué contre le bois et j'ai appliqué mon oreille contre l'interstice pour écouter. 2 voix s'élevaient de l'intérieur de la pièce principale, distincte et claire dans le silence du palier du 4e étage. La voix de Béatrice était enjouée, dépourvue de toute trace de cette fatigue qu'elle simulait systématiquement devant moi. « Mange, mon fils, mange pendant que c'est encore chaud. Hélène vient de nous apporter le capital mensuel il y a quelques heures. Tu as été patient durant ces 5 longues années, mais nous arrivons au terme de notre plan,
encore 2 mois et tu pourras partir loin d'ici. » Une voix masculine, légèrement enrouée et saturée d'une arrogance paresseuse, lui répondit sur un ton que j'avais autrefois aimé entendre. « Laisse tomber tes sermons inutiles, mère. Ma petite idiote d'épouse croit à tout ce qu'on lui raconte sans jamais poser de questions. Elle se recueille encore chaque dimanche devant cette boîte de cailloux que nous lui avons vendue pour une urne funéraire. Encore 2 versements et je disparais pour de bon vers une autre vie sous une nouvelle identité. » Je sentis une vague de chaleur me monter au visage, une pulsion de violence purement joignant de défoncer cette porte et de lui arracher la vérité. Mais ma raison, devenue une arme de précision froide, reprit le dessus. Une confrontation prématurée lui permettrait de fuir et de s'évanouir. J'appuyai sur le bouton de la sonnette avec une force contrôlée, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Le silence retomba instantanément dans l'appartement, une pause de 30 secondes où j'imaginais leur panique intérieure soudaine. Antoine finit par ouvrir la porte en laissant la chaîne de sécurité, son visage étant d'un gris terreux et son regard fuyant de honte. « Hélène, quelle idée saugrenue de venir à une heure pareille sans nous prévenir au préalable. Je passais devant la boutique et j'ai pensé aux douleurs de vos articulations, j'ai voulu vous apporter ce masseur thermique pour vous soulager. Puis-je entrer un court instant pour vous montrer le fonctionnement et peut-être allumer un cierge pour la mémoire de Nicolas ?» Antoine barra physiquement l'entrée de son bras tremblant. « Non, c'est totalement impossible, le désordre est tel que la mère en aurait honte. Donne-moi simplement le carton, nous nous en occuperons demain matin à la première lumière du jour. Merci et va-t'en. » Soudain, un bruit de tout retentit depuis la pièce du fond, une toux de jeune homme vigoureux et sans aucune trace de sénilité pulmonaire. Antoine devint blême, une sueur froide perlant sur son front ridé sous la lumière du couloir. « C'est Béatrice qui a pris froid la nuit dernière en ouvrant la fenêtre, ne t'approche pas ou tu vas contaminer le petit Léo. » Il m'arracha littéralement le carton des mains et referma la porte avec une violence qui me coupa presque les doigts sur le chambranle. Cette fois, j'avais la preuve auditive irréfutable, la voix de Nicolas Meyer, mon époux prétendument effacé de la surface de la terre. Mais pour les autorités fédérales, un témoignage auditif ne suffirait pas à emporter la conviction d'un juge face à un acte de disparition officiel. J'avais besoin d'une preuve matérielle, quelque chose que Nicolas Meyer pensait avoir emporté avec lui dans son acte de malveillance initiale. Une semaine plus tard, je rappelai Béatrice avec une voix chargée d'un désespoir que je savais désormais parfaitement simuler. « Béatrice, j'ai fait un rêve terrible la nuit dernière. Nicolas me suppliait de venir me recueillir sur sa tombe au village familial. Je veux impérativement emmener Léo ce samedi, il est temps qu'il comprenne d'où il vient et qui était réellement son père. » Je sentis la tension immédiate de ma belle-mère à travers le combiné téléphonique, son rythme respiratoire s'accélérant brusquement. « Wrocław est bien assez loin comme cela, ne va pas fatiguer inutilement l'enfant pour des superstitions de rêveuse. J'ai besoin de cette paix intérieure pour continuer à vous verser le capital restant pour la dette, Béatrice. » Devant cet argument financier imparable, elle céda, persuadée que ses secrets étaient bien gardés par la terre sainte du cimetière. Le samedi suivant, j'emmenai mon fils Léo pour ce voyage de 100 km à travers la campagne polonaise déserte et mélancolique. L'enfant était ravi de cette échappée printanière, interrogeant chaque paysage, ignorant tout du fardeau que je portais dans mon sac à main. Le village d'origine de la famille Meyer nous accueillit avec ses rues boueuses et ses silhouettes de vieillards postés devant des clôtures penchées. L'oncle de Nicolas, un homme au visage marqué par le labeur et à l'honnêteté brute, nous reçut avec une chaleur qui tranchait avec la froideur de Béatrice. Il nous guida vers le petit cimetière communal, situé à l'écart du village, sous l'ombre protectrice de vieux bouleaux centenaires. Le caveau familial était entretenu avec un soin maniaque, avec ce petit banc de bois peint en verre et une niche pour l'urne funéraire. « Voici la place de ton père, Léo » murmurai-je tandis que l'enfant courait attraper des insectes dans la prairie voisine du cimetière. Je sortis mon téléphone portable et activai discrètement la fonction vidéo, dissimulant l'appareil dans la poche de mon veston de laine. J'utilisai la clé de la niche que l'on m'avait remise le jour des obsèques fictives, une clé que je n'avais jamais osé utiliser auparavant. La porte vitrée s'ouvrit dans un grincement de métal rouillé, révélant l'urne portant le nom de Nicolas Meyer et ses dates de vie. Le couvercle était scellé par une fine couche de silicone incolore, une protection dérisoire face à ma volonté de fer et de justice. Avec un petit tournevis que j'avais apporté, je fis levier avec précaution jusqu'à ce que le joint cède dans un claquement sec.
Je soulevai le couvercle métallique et plongeai mon regard à l'intérieur. Il n'y avait ni cendre ni ossements, seulement de la poussière et des gravats de chantier. Durant 5 hivers, j'étais venu me recueillir, j'avais pleuré et j'avais prié devant une poignée de déchets de construction jetés là par pure dérision. Je dictai à voix basse la date, mon identité et la description de la trouvaille devant la lentille de mon appareil avant de tout refermer proprement. À cet instant précis, les derniers vestiges de mon amour pour Nicolas se transformèrent en une haine pure, froide et analytique. Il me restait une ultime preuve à obtenir, l'identification formelle du vivant Nicolas Meyer dans sa tanière secrète de la rue Swidnica. La réponse vint d'une source totalement inattendue. Les réseaux sociaux et la vanité maladive de Nicolas. En parcourant le profil de Gérard, son complice et témoin de notre union passée, je découvris une photo prise dans un bar de nuit branché. Sur le cliché, Gérard levait une chope de bière en souriant, mais c'est le détail sur le poignet de son compagnon de table qui m'arrêta net. Une montre de luxe à bracelet métallique, avec une rayure très spécifique sur l'un des maillons près du fermoir que je connaissais. C'était la montre que j'avais offerte à Nicolas pour notre 3e anniversaire de mariage, et j'avais moi-même fait graver ses initiales au dos. Nicolas Meyer n'avait pas pu se résoudre à se séparer de cet objet de luxe, pensant sans doute que personne ne le remarquerait. J'ai demandé à Stéphane de localiser l'origine géographique de cette publication et les habitudes nocturnes de ce dénommé Gérard. Il se rend chaque soir vers 23h dans un hangar désaffecté d'une vieille zone industrielle en bordure de la cité, m'informa Stéphane. Les caméras de surveillance le montrent transportant des sacs de provisions et des cartons de boissons vers ce bâtiment sombre. Nicolas ne vit donc pas chez ses parents en permanence, il utilise le hangar comme refuge durant la journée pour éviter les regards. Hélène, c'est un terrain dangereux, ces hommes trempent dans des affaires de prêts usuraires et d'actes de malveillance financiers. Je n'ai plus peur d'eux, Stéphane, car j'ai déjà vécu l'enfer durant 5 hivers de mensonges et de privations pour mon fils Léo. J'ai organisé la confrontation finale pour le 5e jour du mois suivant, la date prévue pour le tout dernier versement du capital. J'ai déposé Léo chez ma mère sous un prétexte de travail nocturne et j'ai rejoint Stéphane dans une voiture banalisée garée près de la zone. Nous étions vêtus de sombre, masqués et équipés d'un enregistreur vocal professionnel dissimulé dans la doublure de mon manteau d'hiver. La nuit était chaude et sans lune, l'air saturé des odeurs d'huile lourde et de métal froid émanant des vieux bâtiments industriels en ruine. Nous nous sommes glissés entre les ombres jusqu'au hangar désaffecté où perçait une lueur jaunâtre à travers une fissure du mur. Je plaquai mon oreille contre la paroi froide et j'entendis le bruit familier d'une télévision et le décapsulage d'une canette de bière. C'est bon de pouvoir enfin respirer loin de l'odeur de naphtaline de l'appartement de mes parents, disait la voix de Nicolas. Encore quelques semaines de patience, Gérard, et nous quittons cette ville avec le capital accumulé par ma petite idiote d'épouse. Tu as été brillant avec cette mise en scène de Vanguard Invest, personne n'a soupçonné l'acte de malveillance financier initial. Les deux hommes rirent de concert, un rire gras et méprisant qui résonna dans le hangar comme une insulte suprême à ma dignité. J'activai mon enregistreur numérique, capturant chaque aveu de vol, chaque moquerie envers ma prétendue stérilité et ma naïveté. Le lendemain matin, je me présentai au commissariat central de la ville avec maître Evelyne, une avocate dont la réputation faisait trembler. Nous avons déposé les vidéos de surveillance, les rapports de la lentille du palier, les aveux enregistrés et l'expertise de l'urne de gravat. Le dossier était d'une densité telle qu'il ne laissait aucune place au doute raisonnable pour les autorités fédérales de la ville. C'est un cas d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance et de falsification massive de documents officiels, déclara l'officier. Une opération simultanée fut lancée dès la nuit suivante dans le hangar industriel et dans l'appartement 52 de la rue Swidnica. Nicolas Meyer fut surpris dans son sommeil au hangar, réveillé par les faisceaux des lampes torchées et le froid des menottes sur ses poignets. Antoine et Béatrice furent appréhendés dans leur demeure, la mère hurlant au complot tandis que le père s'effondrait sur son tabouret de cuisine. Gérard, le complice de Vanguard Invest, fut arrêté alors qu'il tentait de quitter le territoire avec une partie des fonds détournés de mon compte. Le procès se tint 3 mois plus tard et fit l'ouverture de tous les journaux nationaux sous le titre « Le spectre de Wrocław ». Nicolas Meyer fut condamné à 8 ans de centre de rétention pour escroquerie aggravée et acte de malveillance financier envers sa propre famille. Béatrice et Antoine reçurent des peines avec sursis en raison de leur âge avancé, mais le juge ordonna la saisie de l'intégralité de leurs économies. L'urne métallique fut rouverte en public,
révélant devant les caméras de télévision les gravats de chantier qui servaient de reste à mon époux. Nicolas me fixa une dernière fois durant l'énoncé du verdict final, et je ne vis dans son regard aucune trace de remords. J'ai soutenu son regard sans ciller, sentant enfin le poids de la culpabilité s'évanouir de mes épaules de femme libérée pour toujours. Quelques mois plus tard, par un bel après-midi d'automne, j'emmenai Léo sur le quai de la gare, mais cette fois, nous ne disions adieu à personne. Nous partions pour des vacances bien méritées, financées par le capital enfin restitué par les autorités judiciaires après le procès. L'enfant riait, courant sur le quai avec son sac à dos, redevenu un petit garçon plein de vie et de rêves pour le futur. Je regardai le train entrer en gare, et je me fis la promesse solennelle que plus personne ne définirait mon destin à ma place désormais. Camille était sur son banc habituel quand je quittai l'immeuble, et elle m'adressa un clin d'œil de complice que je n'oublierai jamais. L'appartement 52 est désormais occupé par une jeune famille pleine de projets, et les stores sont toujours ouverts pour laisser entrer la lumière. J'ai vendu notre ancien studio humide et j'ai acheté une petite demeure avec un jardin où Léo peut enfin courir en toute sécurité. Je n'ai plus peur des ombres du passé, car j'ai appris que la vérité finit toujours par se frayer un chemin à travers le mensonge. Nicolas Meyer compte désormais les hivers derrière les barreaux de l'institution de rétention, loin de la ville et de ses rêves de richesse. Et moi, Hélène Meyer, je suis enfin rentrée à la maison, libre et en paix avec ma propre histoire.